Idées sur les romans, le marquis de Sade. Un coup d'œil rapide maintenant sur les nations qui ont le plus accueilli ces ouvrages, sur ces ouvrages mêmes et sur ceux qui les ont composés. Amenons le fil jusqu'à nous pour mettre nos lecteurs à même d'établir quelques idées de comparaison. Aristide de Milet est le plus ancien romancier dont l'Antiquité parle, mais ses ouvrages n'existent plus. Nous savons seulement qu'on nommait ces contes les Milésiarques. Un trait de la préface de l'Âne d'Or semble prouver que les productions d'Aristide étaient licencieuses. Je vais écrire dans ce genre, dit Apulée en commençant son Âne d'Or. Antoine Diogène, contemporain d'Alexandre, écrivit d'un style plus châtié les amours de Dinias et de Dircélis. Roman plein de fiction, de sortilèges, de voyages et d'aventures fort extraordinaires, que le Sœur copia en 1745 dans un petit ouvrage plus singulier encore, car, ne comptant de faire comme Diogène voyager ses héros dans des pays connus, il les promène tantôt dans la lune et tantôt dans les enfers. Viennent ensuite les aventures de Sinonis et de Rhodanis par Jean Blic, les amours de Théagène et de Chariclée que nous venons de citer, la Cyropédie de Xénophon, les amours de Daphnis et Chloé, de Longus, ceux d'Ismène et d'Isménie, et beaucoup d'autres, ou traduits ou totalement oubliés de nos jours. Les Romains, plus portés à la critique, à la méchanceté qu'à l'amour ou qu'à la prière, se contentèrent de quelques satires, telles que celles de Pétrone et de Varron, qu'il faudrait bien se garder de classer au nombre des romans. Les Gaulois, plus près de ces deux faiblesses, heurent leurs bardes qu'on peut regarder comme les premiers romanciers de la partie de l'Europe que nous habitons aujourd'hui. La profession de ces bardes, dit Lucain, était d'écrire en vers les actions immortelles des héros de leur nation, et de les chanter au son d'un instrument qui ressemblait à la lyre. Bien peu de ces ouvrages sont connus de nos jours. Nous sommes ensuite les faits et les gestes de Charles le Grand, attribués à l'archevêque Turpin, et tous les romans de la Table ronde, les Tristan, les Lancelot du Lac, les Perceforest, tous écrits dans la vue d'immortaliser des héros connus ou d'en inventer d'après ceux-là qui, parés par l'imagination, les surpassent en merveille. Mais quelle distance de ces ouvrages longs et noyaux empestés de superstition aux romans grecs qui les avaient précédés. Quelle barbarie, quelle grossièreté succédait aux romans pleins de goût et d'agréables fictions dont les Grecs nous avaient donné les modèles. Car bien qu'il y en eût sans doute d'autres avant eux, au moins alors ne connaissait-on que cela. Les troubadours parurent ensuite, et quoiqu'on doive les regarder plutôt comme des poètes que comme des romanciers, la multitude des jolis contes qu'ils composèrent en prose leur obtient, cependant avec juste raison, une place parmi les écrivains dont nous parlons. Qu'on jette pour s'en convaincre les yeux sur leurs fablieux, écrits en langue romane sous le règne de Hugues Capet, et que l'Italie copia avec tant d'empressement. Cette belle partie de l'Europe encore gémissante sous le joug des Sarrasins, encore loin de l'époque où elle devait être le berceau de la renaissance des arts, n'avait presque point eu de romanciers jusqu'au Xe siècle. Ils y parurent à peu près à la même époque que nos troubadours en France, et les imitèrent. Ce ne furent point les Italiens qui devinrent nos maîtres dans cet art. Comme le dit la Harpe à la page 242 du 3e volume du Lycée. Ce fut, au contraire, chez nous qu'ils se formèrent.
Ce fut à l'école de nos troubadours que Dante, Boccaccio, Tassoni et même un peu Pétrarque esquissèrent leurs compositions. Presque toutes les nouvelles de Boccaccio se retrouvent dans nos fabliaux. Il n'en est pas de même des Espagnols, instruits dans l'art de la fiction par les Maures, qui eux-mêmes le tenaient des Grecs, dont ils possédaient tous les ouvrages de ce genre traduits en arabe. Ils firent de délicieux romans, imités par nos écrivains, nous y reviendrons. À mesure que la galanterie prit une face nouvelle en France, le roman se perfectionna et ce fut alors, c'est-à-dire au commencement du siècle dernier, que d'Urfé écrivit son roman de l'Astrée, qui nous fit préférer, à bien juste titre, ces charmants bergers du Lignon aux preux extravagants des XIe et XIIe siècles. La fureur de l'imitation s'empara dès lors de tous ceux à qui la nature avait donné le goût de ce genre. L'étonnant succès de l'Astrée, qu'on lisait encore au milieu de ce siècle, avait absolument embrassé les têtes, on l'imita sans l'atteindre. Gomberville, La Calprenède, Desmarets, Scudéry crurent surpasser leur original en mettant des princes ou des rois à la place des bergers du Lignon, et ils retombèrent dans le défaut qu'évitait leur modèle. La Scudéry fit la même faute que son frère. Comme lui, elle voulut ennoblir le genre d'Urfé, et comme lui, elle mit des noyeux héros à la place de jolis bergers. Au lieu de représenter dans la personne de Cinna un prince tel que le peint Hérodote, elle composa un Artamène plus fou que tous les personnages de l'Astrée. Un amant qui ne sait que pleurer du matin au soir et dont les langueurs excèdent au lieu d'intéresser. Même inconvénient dans sa Clélie, où elle prête aux Romains qu'elle dénature toutes les extravagances des modèles qu'elle suivait, et qui jamais n'avaient été mieux défigurés. Qu'on nous permette de rétrograder un instant pour accomplir la promesse que nous venons de faire de jeter un coup d'œil sur l'Espagne. Certes, si la chevalerie avait inspiré nos romanciers en France, à quel degré n'avait-elle pas également monté les têtes au-delà des mots? Le catalogue de la bibliothèque de Don Quichotte, plaisamment fait par Miguel Cervantes, le démontre évidemment. Mais quoi qu'il en puisse être, le célèbre auteur des mémoires du plus grand fou qui ait pu venir à l'esprit d'un romancier n'avait assurément point de rivaux. Son immortel ouvrage, connu de toute la terre, traduit dans toutes les langues et qui doit se considérer comme le premier de tous les romans, possède sans doute plus qu'aucun d'entre eux l'art de narrer, d'entremêler agréablement les aventures et particulièrement d'instruire en amusant. Ce livre, disait Saint-Évermond, est le seul que je relis sans me noyer et le seul que je voudrais avoir fait. Les 12 nouvelles du même auteur, remplies d'intérêt, de sel et de finesse, achève de placer au premier rang ce célèbre écrivain espagnol sans lequel peut-être nous n'eussions ni le charmant ouvrage de Scarron ni la plupart de ceux de Losage. Après d'Urfé et ses imitateurs, après les Ariane, les Cléopâtres, les Pharamond, les Polyxandres, tous ces ouvrages, enfin, où le héros, soupirant 9 volumes, était bien heureux de se marier au 10e, après, dis-je, tout ce fatras inintelligible aujourd'hui. Parut Madame de Lafayette, qui, quoique séduite par le langoureux ton qu'elle trouva établi dans ce qui l'a précédé, abrégea néanmoins beaucoup. En devenant plus concise, elle se rendit plus intéressante. On a dit parce qu'elle était une femme, comme si ce sexe naturellement plus délicat, plus fait pour écrire le roman, ne pouvait en ce genre prétendre à bien plus de lauriers que nous.
On a prétendu, dis-je, qu'infiniment aidé, Lafayette n'avait fait ses romans qu'avec le secours de La Rochefoucauld pour les pensées et de Segret pour le style. Quoi qu'il en soit, rien d'intéressant comme Zaïd, rien d'écrit agréablement comme la princesse de Clèves. Aimable et charmante femme, si les grâces tenaient ton pinceau, n'était-il donc pas permis à l'amour de le diriger quelquefois? Fénelon parut et crut se rendre intéressant en dictant poétiquement une leçon à des souverains qui ne la suivirent jamais. Voluptueux amant de Guillon, ton âme avait besoin d'aimer, ton esprit éprouvait celui de peindre. En abandonnant le pédantisme ou l'orgueil d'apprendre à régner, nous eussions eu de toi des chefs-d'œuvre, au lieu d'un livre qu'on ne lit plus. Il n'en sera pas de même de toi, délicieux Scarron, jusqu'à la fin du monde. Ton immortel roman fera rire, tes tableaux ne vieilliront jamais. Télémaque, qui n'avait qu'un siècle à vivre, périra sous les ruines de ce siècle qui n'est déjà plus. Et tes comédiens du Mons, chers et aimables enfants de la folie, amuseront même les plus graves lecteurs tant qu'il y aura des hommes sur la terre. Vers la fin du même siècle, la fille du célèbre poisson, Madame de Gomez, dans un genre bien différent que les écrivains de son sexe qui l'avaient précédée, écrivit des ouvrages qui, pour cela, n'en étaient pas moins agréables. Et ces journées amusantes, ainsi que ces 100 nouvelles, feront toujours, malgré bien des défauts, le fond de la bibliothèque de tous les amateurs de ce genre. Gomez entendait son art. On ne saurait lui refuser ce juste éloge. Mademoiselle de Luçon, mesdames de Tencin, de Graffigny, Élie de Beaumont et Riccoboni la rivalisèrent. Leurs écrits, pleins de délicatesse et de goût, honorent assurément leur sexe. Les lettres péruviennes de Graffigny seront toujours un modèle de tendresse et de sentiment, comme celles de Milady Catesby par Riccoboni pourront éternellement servir à ceux qui ne prétendent qu'à la grâce et à la légèreté du style.